Unreal Engine, on le voit partout, mais apprendre à bien l'utiliser, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Pasquereau, formateur Unreal chez Artois VFX, certifié Epic Games, et on va parler de comment on apprend vraiment cet outil. J'aimerais revenir un peu sur ton parcours, Antoine, comment t'es arrivé dans la 3D et surtout à quel moment t'es devenu formateur. Bah, de mon côté, je suis arrivé il y a 18 ans dans le milieu de la 3D. J'ai commencé par une école, comme à peu près toute personne. À la suite de ça, bah, je suis directement parti en freelance avec mon entreprise pour ensuite me déployer chez différents studios. Donc en gros, studio avec qui je travaille, c'est Nacon, c'est le Festival de Cannes, c'est Game Atelier. J'ai travaillé un peu aussi pour Ubisoft, enfin formé des gens pour Ubisoft donc ou de chez Illumination. Et la vocation, on va dire, de formation à proprement parler, elle est venue assez tôt, je dirais il y a 10 12 ans. Je suis issu de parents qui sont scientifiques, dont ma mère qui est enseignante, mon père qui enseigne également, mais lui, il était plus à la crime. Donc j'ai toujours été baigné là-dedans, donc j'ai toujours eu envie de transmettre assez vite mes compétences, on va dire, aux jeunes générations. Et puis je considère qu'il y a en fait trois stades d'avancée dans la maîtrise d'une connaissance. Il y a le fait de être capable de l'exécuter sans la comprendre, être capable de la comprendre et être capable de l'enseigner. Ces trois stades, euh, on va dire, de maîtrise d'un outil qui sont valables, si je puis dire, pour avoir quelque chose de solide. Donc moi j'aime bien aller au maximum, si je puis dire. Donc enseigner pour moi est le dernier stade de maîtrise de la technologie en question. T'étais déjà sur Unreal. J'ai commencé à l'époque de UDK, donc l'Unreal 2, si je dis pas de bêtises de tête. Et j'ai tout de suite remarqué le potentiel. Ne serait-ce qu'à l'époque, il y avait le Kismet qui était les prémices du blueprint. Et je voyais qu'en bidouillant un petit peu, on pouvait en fait arriver à faire des fragments de code jouables. Donc c'était extrêmement intéressant. Et donc après, j'ai jamais lâché Unreal tout au long de ma carrière. Et ça fait quelques années où j'ai stoppé tous les autres logiciels. Avant, je faisais du 3ds Max, du ZBrush, du Substance, le pipeline classique aussi d'un artiste avec Unreal. Maintenant, je suis 100% Unreal depuis 6 7 ans à peu près, où je OK. fais que ça de mes journées. Est-ce que tu peux m'expliquer rapidement, du coup, VKR Consulting, donc, parce que, bah, c'est un studio que tu as fondé en collaboration avec ta conjointe, si je me trompe pas? C'est ça. Donc, on a fondé VKR Studio il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Officiellement, il a ouvert en fin février 2026. Il était déjà en amorce en 2025. Donc à l'intérieur, effectivement, donc il y a ma conjointe qui, elle, est senior en environnemental, en artiste. Moi, je suis orienté donc CTO, donc tout ce qui va être développement informatique. Parce que de base aussi, j'ai commencé l'informatique très très jeune, à l'âge de 10 ans avec mon père, les premières programmations. Ah oui. Donc je suis assez natif de cette partie-là. Et on a rajouté plusieurs autres personnes à l'intérieur du studio, que des seniors, à part un junior. Sinon, ce sont que des seniors sortis de très gros studios, notamment des superviseurs d'Illumination. OK. Ah oui, Et donc donc là, on propose en fait soit de la formation directement au studio, soit de la formation qu'on vend aux écoles uniquement et pas aux particuliers, directement en collaboration donc avec différents groupements scolaires ou centres de formation comme Artwork. Et également, on a toute une partie outsourcing dans lequel bah, là, on externalise des productions de différents grosses structures pour tout simplement pour accélérer leur production OK. dessus. Et on aimerait bien sortir nos jeux à un moment donné, mais en attendant, il y a pas mal de choses à faire. Ah, c'est Donc, cool en ça. attendant, on focus uniquement le outsourcing et la formation. Et d'ici quelques mois, je pense, on va commencer à s'attaquer à nos propres jeux. Et oui, parce que, bah, forcément, quand tu maîtrises Unreal, on va en parler un petit peu plus tard, dans l'interview, mais c'est vrai que, bon, bah, une fois que tu as ça dans les mains, qu'est-ce qui t'empêche, de développer un jeu vidéo, par exemple? Exactement. D'ailleurs, bon, pour revenir là-dessus, tout à l'heure, tu parlais de blueprint, et cetera, bah, du coup, c'est un langage qui est propre à Unreal, enfin, du moins Tout à à la fait. technologie Unreal. Bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est quoi Unreal Engine? Unreal Engine, c'est un moteur temps réel. C'est ce qu'on appelle un RTE, Real Time Engine.
Donc c'est un logiciel de fin de pipeline, c'est un logiciel d'assemblage. En fait, c'est là où on va récupérer toutes les textures, tous les sons, toutes les modélisations qui ont été réalisées par les différents départements afin de les assembler dans une application temps réel. Donc ça nous permet de sortir soit des jeux, soit des simulateurs, soit des configurateurs de produits, ce genre de choses. Le gros avantage il y a deux grosses thématiques, on va dire. Il y a ce qu'on appelle le moteur temps réel et il y a les moteurs précalculés. Et l'avantage du temps réel, c'est que ce qu'on voit à l'écran est déjà calculé. Donc on n'a pas de temps de compilation, entre guillemets, pour afficher ce qu'on a à l'écran. Donc c'est très pratique. Si je fais un comparatif par exemple avec 3ds Max, qui est un logiciel semi-temps réel, mais plutôt orienté quand même précalculé, dès que je vais faire un rendu d'une image en 4K, je peux en avoir pour quelques heures de rendu, alors que Unreal, je peux faire en quelques secondes 150 frames en 4K. Mmh. Parce qu'en fait, tout est déjà calculé. J'ai pas de calcul en arrière-plan. Je vois tout ce qui est affiché à l'écran est déjà calculé. En fait, il n'y a pas de surcouche par-dessus, ou très rarement. Pourquoi, selon toi, Unreal est devenu, si important dans l'univers, du coup, du jeu vidéo? Pour plusieurs raisons. Déjà, Unreal est né de chez Epic Games et est né en fait de la licence, c'était le moteur de jeu de la licence Unreal Tournament. Donc était un jeu de FPS, et ils ont décidé en fait d'ouvrir ce moteur au public parce qu'avant les moteurs coûtaient extrêmement cher à l'époque, c'était très très cher, seuls les gros studios pouvaient se payer les licences. Maintenant ce n'est plus du tout le cas. Maintenant ça a été notamment une des grandes forces d'Unreal, ça a été déjà d'offrir ce moteur AAA à n'importe qui, soumis à des royalties. Donc à la version 4 d'Unreal, il fallait dépasser 100 000 euros de chiffre d'affaires pour que Unreal prenne 5%. Maintenant, il faut dépasser le million de chiffre d'affaires pour que Unreal prenne 5%. Depuis la version 5 maintenant d'Unreal. Donc, bon, autant dire déjà, il faut les faire. Mais donc c'est pour Bien. ça que ça ramène énormément de personnes aussi, d'indépendants, parce que Unreal ben, a des outils extrêmement puissants en termes de travail. Ils ont fait une vulgarisation même du travail, ne serait-ce que par exemple donc, le Blueprint, qui est donc un langage de programmation orienté du C++, donc, qui a été pensé pour les artistes. Donc ça veut dire que déjà ce n'est pas un codage en dur, en ligne de texte, c'est un langage qui est codé en nodal. Ok, il est un petit peu moins performant que le C++, mais on peut quand même aller très très loin, les développeurs se l'ont approprié, et c'est un langage qui est extrêmement solide. On pourrait quasiment refaire un World of Warcraft avec du Blueprint. On serait un peu limité sur les bandes passantes et les optimisations réseau, mais en soi on pourrait refaire un WoW complet en Blueprint et ça tournera. Donc on a des outils comme ça très solides que la concurrence n'offre pas vis-à-vis tout simplement de leur soft à eux. Même à l'époque de la sortie de la tech démo de l'UE5, la plupart des concurrents d'Unreal ont mis des posts officiels en expliquant que Unreal était des monstres d'avoir sorti de tels niveaux de technologie Mmh. comme Nanite ou Lumens ou ce genre de choses qui sont arrivées et qui sont extrêmement puissantes en fait, tout simplement, et qui ont révolutionné un peu les façons de faire de l'industrie. Toujours avec parcimonie en attendant, parce que les technologies sont nouvelles, donc il faut apprendre à les maîtriser, les stabiliser sur des productions réelles. Mais avant, on était limité à 24 millions de polygones, par exemple, d'affichés en simultané en fonction des consoles. Maintenant, avec Nanite, on peut arriver sur des milliards et des milliards de Mmh. polygones et on tournera avec un excellent FPS. Donc, des gros steaks, quoi. Et en plus, il me semble que c'est gratuit. Et c'est totalement gratuit. Et ça, c'est fort parce qu'on sait très bien que tout ce qui est logiciel, notamment dans jeux vidéo, VFX en général, c'est très cher les licences. Déjà, rien Oui, Adobe de base, c'est très cher. Donc, sur oui, un logiciel comme ça, on aurait pu imaginer des centaines de milliers d'euros pour une licence et en fait, non, ils arrivent: «Bonjour, c'est génial et c'est gratuit». c'est ça. Mais ils en perdent pas leur reste au final Oui, par leur modèle économique. Mais effectivement, c'est une très grosse force. Ils l'offrent complètement gratuitement à l'ensemble des développeurs, enfin de studios, ou peu importe celui qui a besoin de l'utiliser. Et c'est vrai que ça en fait un instrument redoutable. En plus du fait que technologiquement, c'est un des moteurs les plus. Enfin, pour moi, c'est le moteur le plus abouti du marché. Si je compare avec tous ses concurrents, pour moi, oui, c'est le moteur le plus abouti. bien sûr, Il a bah, des choses à refondre, etc. Mais globalement, ils sont très forts, même en termes d'UX, d'ergonomie d'utilisation. On voit que ce sont des développeurs de jeux de base qui ont développé le mmh, moteur parce qu'il est très ludique à utiliser. Donc ça aussi, ça aide énormément face à d'autres softs qui sont très rudimentaires. Là, c'est assez facile. Les fichiers ont des couleurs, les variables pareil pour du blueprint. mmh. Enfin, plus facile d'utilisation.
Et oui, mais parce que c'est vrai que dans la 3D, souvent, les logiciels de toute façon, comme je le dis à chaque fois, hein, quand tu as ouvert un logiciel de 3D pour la première fois, je pense qu'après tu peux tout faire. Une fois que tu as Oui, compris, franchement, c'est tellement une usine à gaz. Je pense à Blender, par exemple, qui est quand même, oui. ZBrush aussi, hein, qui est pas en reste. Après les autres, je les connais pas, mais c'est vrai que bah, c'est une vraie force, j'imagine, pour toi aussi en tant que formateur, enfin, en tant qu'utilisateur et formateur aussi, parce que j'imagine que des fois, tu dois avoir des élèves qui doivent arriver avec une espèce de crainte aussi. Oui. Ouais. Bah, forcément, hein, ça reste quand même un moteur d'assemblage de fin de pipeline. Donc, c'est pas ici qu'on va modéliser un personnage, c'est pas ici qu'on va modéliser les objets, même s'il a deux, trois outils. Mais c'est vraiment un soft d'assemblage. Donc, déjà, il faut bien comprendre les pipelines, il faut comprendre les fichiers, les exports, les typologies que Unreal va prendre, comprendre les contraintes du temps réel. Donc, ça veut dire bah, tout est précalculé, donc on n'a pas le droit à des polygones infinis sur le papier. Donc Mmh. voilà, tout ça mis bout à bout, effectivement, ça peut faire peur à des débutants. Cependant, en formation, j'ai eu quand même pas mal de, on va dire, de grands débutants qui étaient inconnus total au niveau de la 3D, même en général, et qui ont démarré, qui ont fait de l'Unreal, qui sont formés à Blender, et ça s'est très bien passé, Ouais. sans difficulté. C'est tout à fait possible de se former dessus. Après, c'est se former seul, c'est compliqué sur de tels logiciels, c'est tellement gros, c'est tellement des effets de tiroir de partout. On clique sur une option, mais en fait, on apprend un nouveau node, par exemple, mais on se retrouve avec 5000 utilisations possibles de ce node. Donc si Mmh. on n'est pas briefé, ça va être très compliqué de se former en autonomie, surtout si on vient pas du milieu. Ouais. Et même si on vient du milieu, c'est tellement costaud que si on veut aller vite, vaut Oui. mieux prendre quelqu'un. Oui, bah, de toute façon, j'imagine que pour progresser vite, dans tous les cas, avoir passé par une formation, avoir quelqu'un qui t'explique, parce que peut-être que je me trompe, hein, mais bon, les tutos, je pense qu'il doit en avoir plein sur YouTube. Ça doit être très bien pour une mise en jambe, mais quand tu veux vraiment rentrer dans le cœur du logiciel, à ce moment-là, une formation, enfin, je veux dire, c'est de toute façon, il y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui t'explique comment ça fonctionne, en fait. Tout à fait. Bah, les tutos, c'est bien, mais pour voir les étudiants se former par des tutos, en fait, ils savent appliquer le tuto qu'ils ont vu, Hmm. mais juste on change un élément du tutoriel et c'est fin de l'histoire, ils ne savent plus du tout le mettre en place. Donc en fait, il n'y a pas vraiment d'apprentissage, c'est qu'une exécution vraiment Oui, primaire, et s'ils n'ont pas fait tous les tutos de la Terre, et ben en fait, ils comprennent, enfin, ils ne savent pas le faire tout simplement. L'intérêt, oui. c'est plutôt de comprendre pourquoi on fait ça, dans quel cadre, quels sont les applicatifs par la suite, et là, comme ça, sur un exercice type, et là, par contre, on va pouvoir être solide au niveau de l'apprentissage et des possibilités. Le tuto renferme beaucoup, quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi, toi, les erreurs que tu vois le plus, couramment, de la part des élèves? Notamment, je sais pas, imaginons, il y a quelqu'un qui a fait plein de tutos et du coup, qui pense être beaucoup plus à l'aise et est-ce que tu recadres un petit peu ça ou c'est quelque chose que tu laisses, Oui, bah, vivre? c'est plus, ça dépend de la génération, j'ai envie de dire. Mmh. Les générations autour de moi, globalement, ou même un petit peu plus jeunes que moi, ça va. Globalement, il y a pas de lézard, dessus. Par contre, les jeunes générations, là, par contre, c'est plus problématique parce qu'ils pensent avoir science, absolue. Et là, ça commence à devenir compliqué parce qu'il manque de remise en cause. C'est un milieu qui bouge tellement vite, Mmh. tellement fort dans les mises à jour, dans les technologies qui sont utilisées, l'hardware qui bouge et tout, que si on n'est pas capable de se remettre en cause, ça va être très très compliqué pour la suite. Donc c'est surtout ça que je regrette beaucoup avec les tutos, c'est qu'ils pensent savoir faire des choses Mmh. malgré des, des warnings de ma part. Le warning le plus courant que je mets, et à chaque fois ça ne loupe pas, c'est ne faites surtout pas de jeux réseau. En soi, le réseau, c'est pas compliqué, la théorie à comprendre. Par contre, en exécutif, ça va pas du tout être la même blague. Ben, les pauvres qui font le choix en école de faire un jeu réseau pour leur rendu de fin d'année, il y en a zéro qui arrive à la fin. Ah ouais, OK. À ce Parce point-là, que ouais. voilà, bah, ils écoutent pas, parce qu'en fait, faire une barre de vie, ça va vite. Faire une barre de vie qui fonctionne en réseau, bah, au lieu de la faire en 2 minutes, on va la faire en 30 minutes. Et donc Oui. tout se multiplie. On parle de quand même de quasiment 80% de temps de plus de production. Et malgré des warnings de notre côté,
Ben, il y en a certains qui y vont quand même, et puis bien sûr qui s'étalent parce qu'ils ont vu des tutos comme quoi c'était facile et Ouais. justement, bah, ils ne maîtrisent pas. Ils ont vu un cas applicatif, ils savent même pas l'appliquer à leur propre système. Donc ce qui est dommage parce qu'il y a des très, très bons juniors qui sont en cours de formation ou qui viennent juste de sortir d'école. Donc c'est pas le cas de tous, mais c'est ce que je vais regretter, on va dire, dans les nouvelles générations, c'est ouais, la remise en cause et l'écoute des personnes qui ont un peu plus de background, surtout que moi je suis quelqu'un qui me tient à jour des technologies, comme l'IA ou ce genre de choses aussi, donc j'essaye d'avoir quand même l'esprit clair Mmh. et voilà, d'être l'esprit clair et comme on dit, avoir une remise en cause en permanence de mon Mmh. pipeline, de ce que je connais. J'ai subi plein de productions, donc je connais aussi toutes les erreurs qu'on s'est pris, les endroits où il faut pas passer, mais malheureusement ils écoutent pas malgré que de bons Après, conseils, si je puis dire. après voilà, toi tu donnes le meilleur de toi-même et tu donnes les meilleurs conseils. Après encore une fois, hein, je veux dire tu peux pas forcer les gens, peu importe leur âge, à t'écouter, hein. C'est comme à l'école, hein, je veux dire c'est pareil, C'est tu beau pareil. leur dire: «Mets pas ta main dans le feu», s'ils ont envie de le faire, ils le feront et puis c'est comme ça, hein, je veux Oui et dire, puis ça fera partie de leur expérience et bien tout, sûr. donc c'est du moment qu'à un moment donné, il y ait une remise en cause, si je puis dire, permanente, parce qu'encore une fois, c'est le milieu qui souhaite ça, qu'on soit en veille, Mmh. techno H24, c'est, c'est tout bon. Il faut de toute façon faire ses armes, et par adéquation, l'expérience, il faut aussi tomber, hein, pour, pouvoir comprendre qu'on n'a pas le droit de passer comme ça, tout simplement. Bah, comme on dit, j'aime beaucoup, un superviseur VFX, Victor Pérez, qui dit tout simplement: «La différence entre un junior et un senior, c'est que le senior, c'est le roi de l'échec». C'est celui, en fait, qui a tellement fait de choses, qui sait que comment ne pas faire, en fait, tout simplement Mmh. parce qu'il a déjà expérimenté ces pipelines et que ça ne marche pas sur une production. Donc c'est surtout la grosse différence, en fait, entre un junior et un senior, c'est qu'il y en a, il a beaucoup d'XP, beaucoup d'échecs à son actif, entre guillemets. Donc il sait, ben, comment faire pour que ça passe et que ça passe bien, du premier coup, en fait, tout simplement. L'expérience, la fameuse. La fameuse expérience. La fameuse. Et d'ailleurs, en termes de, compétences pour toi, c'est quoi les compétences, requises pour, maîtriser Unreal? Est-ce que tu conseilles avant d'avoir un pied dans la 3D ou est-ce que tu peux te lancer complètement sur Unreal sans avoir, conscience, du pipeline, de ce qu'il y a avant ou c'est pas possible du tout? Ça dépend des profils. Ouais. Ça dépend des profils. En soi, hacker vaillant, rien d'impossible. Donc à partir de là, on peut démarrer Unreal, même si on n'a jamais fait de 3D avant. Par contre, ça va demander un investissement qui sera beaucoup plus lourd parce que chaque terme sera un terme technique et nouveau, pour la personne. Donc par exemple, une normal map, un mesh, ce genre de choses, un atlas, et ben ça, on le voit avec des logiciels de 3D, donc si on en fait un petit peu avant, donc c'est des termes qu'on connaît, le viewport, etc. Des termes complètement basiques en fait, si je puis dire. Mais là, on est en assemblage de fin, donc en fait, on a tous les termes qui se rajoutent par-dessus, plus une couche de programmation, donc ça fait quand même Mmh. un très très gros bloc. Donc c'est sûr que c'est de venir avec un petit peu de notion en 3D est quand même relativement intéressant Ouais. pour aller Donc plus vite. tu conseilles quand même, d'avoir, que les futurs élèves, soit se forment un petit peu avant à la 3D, ZBrush, Blender, enfin Il y en a deux autres, Maya et 3ds. ouais. Qui sont, voilà, qui sont mais Maya, 3ds, Blender, ZBrush, voilà, effectivement, c'est faut au moins toucher un petit peu à Blender. Si on vraiment prend le minimum, on va dire, requis, c'est voilà, faire un peu de Blender avant de s'entamer à un logiciel comme Unreal. Parce OK. que là, sinon, voilà, c'est faisable. J'ai déjà formé des personnes qui ont commencé par Unreal avant de commencer des formations en 3D. C'est tout à fait faisable. Sauf que ben, les formations sont beaucoup plus denses pour eux parce que Mmh. le moindre mot que je vais dire, c'est quelque chose de totalement inconnu, que même la notion est inconnue pour eux. Donc à partir de là, ben forcément, ça leur demande beaucoup, beaucoup d'investissement. Donc c'est faisable, mais par contre, l'investissement est total, en totale opposition à quelqu'un qui vient de la 3D, qui a déjà des nuances où ça va être beaucoup plus digeste. Ouais et du coup, comment toi tu expliques un outil aussi complexe qu'Unreal à quelqu'un qui débute? Parce que comme tu dis, il y a quand même des termes techniques, mais enfin ça c'est peut-être, toi ton petit secret de formateur, je ne sais pas, mais
Enfin, est-ce que tu as des tips? Pas vraiment, je pense qu'il faut s'adapter à la personne. Moi, je m'adapte énormément, soit à la personne, soit à ses objectifs, également à son âge. J'utilise pas le même vocabulaire, si je suis, en école de 3D avec des licences 1 que si je suis avec quelqu'un qui a 50 ans et qui sort de chez Illumination. Parce que en fait, je me mets un petit peu au niveau de la personne pour essayer de vulgariser, en fait, au maximum aussi Mmh. tout simplement, bah, ce qu'on va faire, en fait, toutes les technologies qu'on va faire. On essaye de toujours ramener vers quelque chose de connu. On va essayer de faire des comparaisons, un peu comme dans les maths, ce qu'on n'avait pas, c'était les cas applicatifs. Donc on faisait beaucoup de théories, mais on n'avait pas de cas concrets. Donc moi, j'essaye toujours de ramener sur quelque chose de concret dans la vie de tous les jours. Par exemple, expliquer les systèmes de grid pour la génération procédurale, ben, expliquer que la grid, ben, nos écrans, ce sont également une grid parce que c'est une suite de pixels, que tout est grid sur Internet, tous les sites web fonctionnent sous des grids. Enfin voilà, essayer de ramener vers des choses qu'ils connaissent un petit peu plus, Mmh. euh, qui sont un peu plus, on va dire, rentrées dans les normes. Et après, ça dépend du profil. Il y en a qui chopent tout de suite le pas, d'autres qui ont un peu plus de mal. Et donc, dans ce cas-là, on refait d'autres exemples et en s'inspirant toujours on va dire de la vie réelle, si je puis dire, pour essayer d'imager au mieux ce qu'on essaye d'apprendre. Donc selon toi, n'importe qui peut être formé à Unreal en ayant des affinités bien sûr, enfin faut quand même connaître la base, l'ordinateur. Parce que si tu sais pas du Oui. tout ouvrir Ah une non. page web, bon, Ah oui, ça va être compliqué là. oui, oui, ça c'est quand même Faut, la base. ouais, il faut voilà, qu'il y ait un minimum il faut un minimum de connaissances en informatique, mais vraiment, on va dire, voilà, ne pas avoir peur d'installer un logiciel, ne pas avoir peur d'utiliser Word, de se balader sur Internet, enfin voilà, on va dire des bases que tout jeune a. Après, non, il n'y a pas forcément de prérequis. Du moment que la personne est normalement constituée intellectuellement, Mmh. ça Oui, va, ça va le faire. Et qu'elle est volontaire, toujours. oui, Parce que ça reste un bloc qui est monstrueux à voir. oui, bien Donc, sûr. il y a vraiment beaucoup de connaissances à comprendre. Encore une fois, c'est un soft qui touche tous les départements. Donc, le maîtriser ou. Alors, moi, j'aime pas dire maîtriser parce qu'on ne maîtrise jamais rien en 3D. Les technologies bougent tellement fort et vite. Mmh. En soi, maîtriser, c'est impossible. Mais être bon sur un logiciel, comme Unreal, ça va demander un boulot monstrueux. Ouais. Tu estimes à combien de temps à peu près? Alors je sais que c'est compliqué de faire une estimation sur ce genre Bon, de choses, mais ouais. le temps pour être formé, le temps d'être formé, le temps d'être autonome ou le temps de vraiment enfin, d'être bon sur le logiciel? D'être bon sur le logiciel. Des années. Ouais, des années, ouais. Bah, Des après années, faut pas se décourager. non, faut pas se décourager. Mais être bon, ça veut pas dire, être bon, ça veut dire être capable de répondre à des postes de senior. Mmh. C'est donc être capable de faire quelque chose, apprendre le logiciel et se débrouiller avec en l'espace de 3 semaines, un mois et demi, on commence à se dépatouiller. En 6 mois, on commence à être capable de sortir certaines choses, pas de là forcément à sortir un jeu. Mmh. Quoique, ça dépend si la personne elle a de la programmation en background ou pas derrière Mmh. elle. Mais vraiment, après, arriver sur une expertise sur Unreal, ouais, là, on va parler de Oui. plusieurs années, au moins Après, 10 ans. ouais, après sans surprise, je pense que c'est comme, tout ce qui est, Voilà. capacité, à faire, que ça soit de la peinture, je sais pas, peu importe quel boulot, en fait, à un moment, voilà, il faut l'expérience comme on disait tout à l'heure, Ah bah, mais c'est exactement ça. C'est comme ouais, pour Warhammer avec peindre les figurines. exa Typiquement, c'est au début, on arrive à faire à peu près quelque chose, en oui, quelques mois, on s'améliore bien et en 10 ans, on devient un monstre en oui. peinture. Bah, oui, non, bien sûr. Après, enfin, je veux dire, tu as quand même, enfin, est-ce qu'il y a des comment dire? Des compétences à avoir? Alors, on a bien compris qu'il y avait du code un petit peu, si tu avais du code avant, c'était quand même tu quand même, comment dire? J'ai perdu le mot, tu es, favorisé, on va dire ça, c'est plus facile pour toi. Mais est-ce que, par exemple, avoir des connaissances artistiques, Unreal demande ce genre de connaissances ou pas du tout? Bien sûr que oui, Ouais? bien sûr, les réglages des lumières, la composition de la scène, les prises de vue de caméra, donc il y a énormément d'artistique. La programmation, en gros, le tech vient en coupelle de l'artistique. C'est la clé de voûte du logiciel qui permet de prendre les matériaux et de les pousser à leur maximum ou pousser les particules Niagara à leur maximum. Mais c'est pas, on n'a pas forcément besoin de faire de la programmation pour sortir des choses dans Unreal. Ça dépend encore une fois les objectifs qu'il y a Ouais. derrière.
mais on n'est pas obligé. L'artistique, bien sûr, est extrêmement important. Ouais, OK, moi, c'est cool. Enfin, c'est vrai que ce genre de logiciel, quand tu parles de code et tout ça, ça peut vite faire peur parce que c'est vrai que le code, enfin, moi qui suis d'une formation artistique, c'est vrai que quand tu me parles de code, je suis là genre: «Oh mon Dieu, il y a des maths partout, ça va être terrible». Alors qu'en fait, quand on pour m'être renseignée un petit peu, quand je vois qu'effectivement sur Unreal, tu peux beaucoup plus vite créer des environnements et tout ça, tu as le côté, bah, oui, c'est un peu plus créatif que simplement des C'est lignes ça. de code, quoi. Exactement et puis même ça c'est une question qui revient énormément au niveau des stagiaires. Je suis pas forcément bon en maths, le code ça me fait peur. Franchement ça se fait très, très bien. Même quelqu'un qui est littéraire de base, peut faire du blueprint sans aucun problème en fait. Parce que déjà rien qu'avec les connaissances de collège, de fin de troisième, en mathématiques, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, OK, on sous-estime vraiment les capacités, mais au collège, on voit la trigonométrie, on voit pas mal de choses déjà de mathématiques qu'on a vu sur de la théorie. Là, on est sur des cas applicatifs, donc déjà, ça rentre beaucoup mieux. Et vraiment, on fait beaucoup de choses, que ce soit de la génération procédurale de forêts, de bâtiments, en automatique. Euh, et ça, je dépasse rarement les connaissances de collège pendant les cours en mathématiques, OK. pour montrer juste qu'avec du collège, on fait déjà beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et après, ce qui est malheureux avec les maths, et c'est là aussi un des gros points que je démystifie énormément, c'est que malheureusement en mathématiques, c'est une matière qui est très clivante en école et qu'il suffit à un prof de mathématiques de 10 à 15 minutes avec un élève pour faire ce qu'on appelle de la puissance apprise et faire croire à cet élève que mathématiquement, elle est nulle et sera nulle tout le long de sa vie en maths. Alors que la plupart du temps, c'est faux, en Ouais. fait. Donc c'est vraiment ce côté très clivant qu'il y a des maths. Mais une fois qu'on passe ça, j'ai eu plein de profils vraiment littéraires, artistiques, et qui se sont donnés à fond sur le blueprint, et ça a très très bien matché, sans aucun problème, hein. De Tu vois, grandes artistes et tout. c'est drôle comme quoi, toutes les personnes qui sortent d'école d'art, c'est vraiment les maths, c'est vraiment à chaque fois, je pense que c'est Oui. une généralité, tu vois? C'est fou, hein? Ah mais c'est exact, mais c'est exact et je pense c'est pour ça aussi, mais je pense mauvais prof, ou mauvais prof à une période qu'il fallait pas et on arrive sur la puissance apprise et après pour déloger ça, c'est extrêmement complexe. Je me suis déjà retrouvé dans des situations où il y avait quelqu'un qui était, soi-disant avait des difficultés en mathématiques et sauf que cette personne me dit: «Par contre j'ai été fier, j'ai eu, 19 en proba et statistique». Je dis: «Non en fait tu pas de problème en mathématiques, parce que c'est le truc le plus dur de ton cursus et je suis désolé, c'est pas un des trucs les plus faciles à exécuter en maths, donc dire que tu as une difficulté en maths est entièrement faux». Oui. Bah, peut-être que c'est aussi une histoire de prof, comme tu disais. Je veux dire, il suffit qu'il ait eu un bon prof sur ses probabilités et statistiques et en fait, voilà, c'est le formateur, de toute façon, ça fait tout, hein, on va pas se mentir, tu Ouais, peux c'est ça. autant adorer une matière et la détester. Enfin, je veux dire, le formateur, pour enfin, c'est vraiment comme tu dis, la clé de voûte, la pierre angulaire de tout ça, quoi. Bah, pas que, il y a surtout beaucoup quand même l'apprenant aussi, hein, parce que comme tu le disais tout à l'heure, si j'ai beau vouloir donner les connaissances, si la Oui, personne en face, elle veut pas les prendre, je suis confronté à un mur et là, techniquement, moi, rien faire. Par contre, si je vois que la personne essaye de comprendre, mais qu'elle n'arrive pas à comprendre avec mon exemple, là, par contre, c'est vrai que c'est le rôle du formateur de décaler, de changer, on va dire, légèrement d'exercice pour essayer de lui faire comprendre, en fait, l'axe théorique qu'on était en train de voir. Et on essaye comme ça, au fur et à mesure, de jongler. Et puis dès qu'on voit qu'il y a une thématique qui marche bien, par exemple, ça m'est arrivé, c'était une dame, elle avait du mal sur tout ce qui était couleur. On a parlé maquillage mmh, pour lui dire, bah voilà, si tu mixes telle couleur et telle couleur en fard à paupières, qu'est-ce que ça va te donner? Ah bah ça va me donner ça. ouais, Bon bah ouais, voilà, ouais. c'est pareil. Donc on essaye de trouver les points d'intérêt de la personne, en fait, pour tout simplement l'amener là où nous on veut à l'acquisition de la connaissance en elle-même. Après l'exemple en lui-même ou l'exercice, ça c'est adaptatif à la personne en fait, Bien sûr. Je vais tout casser le simplement. quatrième mur, mais vous avez compris, c'est du 50-50 en fait, hein. Oui. Merci. Du coup, on va, commencer à glisser tout doucement, vers la certification Epic Games parce que effectivement, il y a eu une nouveauté dans ton parcours et chez Artois VFX. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi, donc à tes connaissances et à un examen que tu viens de passer.
Donc maintenant on est officiellement, certifié Unreal Engine, donc certifié Epic Games. Donc Artwork vient de passer, UATC si je dis pas de bêtises au niveau de l'acronyme. Donc en gros, c'est un training center officiel Epic Games. Pour être, donc ça c'est une reconnaissance qui est extrêmement intéressante, mais qui peut s'obtenir uniquement si on a des instructeurs officiels Epic Games au sein des équipes. Et sachant que j'ai passé récemment mes examens, j'avais pas eu le temps de les passer avant et j'avais pas forcément la nécessité de passer parce que j'avais pas besoin de reconnaissance particulière de ce côté-là. J'ai décidé quand même de les passer récemment. Donc moi j'ai obtenu mes UAI, donc je suis devenu instructeur officiel et par ce biais-là et le travail aussi de Artwork VFX au niveau de la mise en place des formations, il n'y a pas que le formateur qui est indispensable pour obtenir être centre officiel Epic Games. Et il y a aussi tout le travail de artwork en amont, les formations proposées, les cursus, etc. Donc c'est un très bon point pour les apprenants. Déjà, ils seront formés de mon côté par mois. Donc moi, j'ai quand même 18 ans d'XP sur Mmh. Unreal. J'ai la certif UAI Silver parce qu'on ne pouvait pas obtenir la Gold du premier coup. Ça s'obtient avec le temps, la Gold. Donc j'ai obtenu le plus haut niveau de satisfaction à l'examen. Et en plus de ça, voilà, ça amène un bon suivi, une bonne crédibilité d'artwork pour les étudiants. Ils savent où ils vont s'embarquer euh, dessus. Et oui, du coup, qu'est-ce que ça garantit, aux futurs, apprenants? Ça va garantir le fait d'être à jour déjà sur les connaissances, d'avoir également une personne en face qui a un véritable niveau sur Unreal. Déjà chez Artwork, ils demandent au minimum 8 ans d'expérience pour être formateur. Et là, en plus de ça, on rajoute cette coupelle du AI. Donc pour être UAI, il y a des examens techniques à passer, pédagogiques, mais aussi techniques. Donc ça verrouille le formateur. Comme quoi étant en capacité tout simplement de travailler, enfin de répondre aux questions, hein, d'avoir le niveau technique requis tout simplement pour exécuter de la production ou une formation tout simplement. Bah, du coup, félicitations, bravo. Parce que Merci. c'est pas rien au final, hein, c'est quand même, ça a l'air d'être assez, pointu et ça a pas l'air d'être donné à tout le monde, donc bravo, à toi. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Je pense qu'en France, on doit être même pas 15 peut-être, Ah quelque chose oui. comme ça. Si je dis pas de bêtises, je crois que dans le monde, on est à peu près 400. Donc c'est vraiment très 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 peu de personnes. Donc il faut, ouais, c'est plutôt un très bon point pour Artwork de ce côté-là. Moi, Et je me beh, du faisais coup pas de build de mon côté pour les UAI, mais mais en vrai, on est très, très content de t'avoir du coup, bah, dans l'équipe, Artwork parce que, bah, avoir des formateurs comme toi qui ont, déjà un background et en plus de ça, des certifs comme ça, bah, c'est super cool parce que, ben, c'est vraiment, la qualité, la garantie, d'avoir une bonne formation, hein. Parce qu'on sait très bien comment que ça se passe les formations qui sont à distance souvent, hein. J'en ai déjà faites aussi, des fois, tu te retrouves avec des gens qui sont professionnels du milieu, donc ils savent de quoi ils parlent, mais par contre, ils ont pas du tout de compétences pédagogiques comme on parlait, tout à l'heure en début d'interview mm, et ben, en fait, tu te rends compte, que, tu as payé pour rien, en fait. Juste, tu as survolé, tu com mais sauf qu'en fait, tu as rien compris et tu feras plus jamais, ce logiciel ou autre chose. Parce que là, on parle de VFX, de jeux vidéo, tout ça, mais bon, les formations internet, on sait très bien comment ça fonctionne, donc bravo. Félicitations. c'est c'est sûr que ça apportera ça apporte de la crédibilité et un réconfort pour les futurs stagiaires, voilà, qui sont entre de bonnes mains ici avec Artwork. C'est vrai que de ce côté-là, c'est vraiment top. Et en plus de ça, c'est quand même assez rare aussi, mais on a quand même le dirigeant d'Artwork qui est quand même un ancien aussi d'Illumination. Donc c'est un ancien du milieu, donc c'est pas quelqu'un qui est sorti d'école de commerce juste pour faire une entreprise de formation. On a vraiment quelqu'un du milieu également, donc c'est un très gros avantage dessus. Et oui, Jean-Denis, C'est ça. on peut lui faire coucou, peut-être qu'il regardera l'interview. Et du coup, on va continuer, notamment sur, le futur pour toi d'Unreal. Qu'est-ce que tu vois comment l'évolution d'Unreal dans les prochaines années? Alors Unreal, il a l'air
Je suis pas dans les tuyaux d'Unreal, enfin de chez Epic, mais de ce que j'en vois sur les avancées technologiques qu'ils font, on voit qu'ils sont en train de fusionner différents types de logiciels qui sont utilisés dans le milieu de la 3D, et de créer leur propre version. Notamment un des plus flagrants récemment, ça a été l'outil PCG, Procedural Content Generation, qui permet donc de faire de la génération procédurale. Mais en fait, on est très proche d'Houdini, OK. du soft Houdini, et on voit que bah, c'est pareil, ils ont sorti un plugin qui s'appelle Texture Graph, on est proche de Substance Designer, ils ont rajouté des outils de modélisation qu'avant on n'avait pas du tout, donc on Mmh. voit qu'ils essayent d'intégrer, d'englober au fur et à mesure d'autres logiciels, donc ils sont en train de se rendre extrêmement solides pour faire en fait un logiciel tout en un. En tout cas, moi je pense qu'ils vont partir là-dessus. Mmh. Euh, pour offrir, ben, on va dire, le futur des jeux vidéo, c'est-à-dire les mondes un petit peu infinis, Mmh. ce qu'on appelle, même si je suis, à l'heure actuelle, je trouve que le mot est un peu trop détourné, mais les métaverses. Mmh. Donc le principe de métaverse, c'est un jeu qui est juste complètement immense, un peu bac à sable. Et Mmh. donc pour ça, ben, il faut avoir des outils, il faut accélérer les productions, on a besoin de tout ça tout simplement. Mmh. Et donc Unreal, on voit qu'il se dirige gentiment vers tout ça, où justement bah, il y a eu Fortnite, qui est le premier jeu considéré comme un métaverse. Euh, et il a sorti la version UEFN, Unreal for Fortnite, donc justement pour que les modeurs de Fortnite puissent créer des modes de jeu directement au sein de Fortnite. Donc ils sont en train de créer les outils aussi pour la communauté, pas que pour les équipes Mmh. de développement. Est-ce que tu penses que du coup, Unreal se base un peu sur le modèle Blender qui est donc, un logiciel open source? Un peu sur le fait que le Blender, enfin, tu fais pas que de la 3D dans Blender, tu peux faire du montage, tu peux faire, plein d'autres choses ou c'est plutôt ou c'est Blender qui s'inspire de Unreal ou rien à voir? Rien à voir. OK. Rien à voir. Blender ne fera pas ce que fait Unreal. Unreal ne fera pas ce que fait Blender, en tout cas à l'instant T. Mmh. Euh, Unreal pourrait faire des choses, pourrait potentiellement remplacer un jour Blender, mais en attendant, il n'a pas du tout les outils Mmh. pour pouvoir réaliser ce genre de choses, ne serait-ce que fabriquer un personnage, voilà, faire la tête d'un personnage. On pourrait tenter de le faire sous UE, mais ça serait une catastrophe, Mmh. aussi bien en termes de temps et de résultats face à du Blender. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses à part. Deux choses Ouais. à part. Et puis Unreal a une tendance aussi à se développer, pas que dans l'industrie du jeu. Il est très utilisé dans les studios d'animation aussi. OK. Mais pas que, il est utilisé aussi dans tout ce qui va être industriel, tout ce qui va être architecture, tout ce qui va être mode, également, product design, donc agence de communication, mais également défense. OK. Donc également, il est en train, également, je connais des personnes dans des cursus militaires qui sont en train d'utiliser Unreal pour des simulateurs. D'accord, OK, OK, bah, c'est Donc, super intéressant, je savais pas du tout, tu vois? bah, il est en train de couvrir même le monde du cinéma, avec Mandalorian, qui est l'exemple type de ce qu'a fait Unreal. L'entièreté des décors de Mandalorian, c'est du fond vert et c'est Unreal qui tourne en arrière-plan sur des écrans LED. OK. OK, OK. Donc Unreal, ça se met partout OK. de Non mais façon, c'est de façon très forte. Donc mais tu c'est là la vois, grosse force. j'étais persuadée que moi, Unreal, c'était vraiment que du jeu vidéo et en fait, là, tu es en train de me dire que pas du tout, c'est donc on imagine que dans les 10 prochaines années, on aura de l'Unreal, au cinéma plus, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Même pour dire, à une époque, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais le configurateur des voitures Audi sur le site Audi était fait sous Unreal. OK, Unreal est en train d'être embarqué dans les copilotes là, les tableaux de bord virtuels des Audi. Il y a Unreal qui d'accord. est en train de commencer à s'insérer à l'intérieur. Donc il rentre aussi bien dans l'industriel, dans Mmh. l'applicatif. Il commence à se mettre vraiment partout. Et juste pour imaginer, enfin pour imager un peu tout ça, c'est que dans les tableaux de bord des Audi, c'est quoi? C'est que ça va générer la route, enfin ça qu'est-ce Donc c'est ça que le, c'est OK, ça le décor, l'UX qu'il y a derrière.
Voilà, les réceptions des capteurs, voilà, tout ce qui peut être en rapport avec toujours de la spatialisation 3D, parce que ça reste quand même Unreal. Donc Mmh. Unreal, si on veut juste faire du 2D, ben, on n'utilisera pas Unreal. Mmh. Mais là, c'est la spatialisation 3D qui est intéressante. Parce D'accord, OK. qu'Unreal, on rappelle que c'est des mondes 3D dans lesquels on se balade, et donc, enfin, balade ou pas, mais en tout cas, ce sont des scènes 3D dans lesquelles je peux me déplacer. Donc on a vraiment les trois axes de déplacement, contrairement à un soft 2D dessus. OK, OK, bah, écoute, c'est hyper intéressant. Même moi, j'ai appris des choses aujourd'hui, tu vois? Donc c'est cool. Et bon, forcément, hein, on t'en parlait tout à l'heure, mais l'IA, notamment, on en parlait en off, on parlait du fameux DLSS 5 que Unreal a annoncé. Donc est-ce que tu peux rappeler juste ce que c'est et embrayer après sur l'IA, si tu as des choses Ok, à dire évidemment? bien sûr. Alors le DLSS 5 vient pas de Unreal, vient de Nvidia. C'est Nvidia, c'est les, vrai. c'est les cartes graphiques de la génération RTX qui sont capables de réaliser cette prouesse. C'est juste, alors pour résumer ce qu'est le DLSS 5, c'est une surcouche en fait. C'est-à-dire que l'image du jeu va sortir et avant de l'afficher à l'écran du joueur, on va repasser par l'IA pour qu'il ramène plus de définition sur les textures, sur la profondeur de champ, etc. pour rendre les jeux un petit peu plus réalistes, beaucoup plus réalistes. OK, Notamment au niveau des choses très gourmandes comme les personnages. OK. Bon, j'imagine que tu as vu passer, hein, toutes les personnes qui se sont indignées, face à cette technologie. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est quelque chose que tu trouves, aberrant ou pas du tout? Alors, Grosse question, hein. je grosse question, le DLSS 5, pour moi, il reste quelque chose de bah, les technologies évoluent, c'est comme l'intelligence artificielle, on ne la freinera pas, c'est une révolution. Il ne faut pas la freiner non plus, parce que c'est comme toute technologie, comme un marteau, hein. On peut s'en servir pour faire des meubles, comme on peut s'en servir pour tuer des personnes. Donc après, c'est vraiment l'utilisation qui va être intéressante à driver, mais en soi, l'IA, comme le DLSS 5 qui travaille donc avec de l'IA, pour moi, ce sont des choses qui vont nous permettre d'aller encore plus loin au niveau de ce qu'on est capable de faire pour les jeux vidéo. Parce qu'on parlait tout à l'heure du métaverse, mais un métaverse, par exemple, si je prends le film Ready Player One, Mmh. réaliser un tel environnement en 3D, on n'est pas assez de graphistes au monde 3D ni de développeurs pour pouvoir le faire. Oui. Donc Donc forcément, on va avoir besoin de, on va avoir besoin de technologies en arrière-plan. Et l'autre point qui est intéressant sur ces technologies-là, c'est qu'effectivement aussi, on a des toujours, ça a toujours été le cas, on a des petits studios qui sont, comment dire, qui sont en concurrence avec des géants. Et là, l'avantage, c'est que ça rééquilibre un petit peu la donne. mmh, Des studios indés, comme pour Clair Obscur par exemple, bah, qui peuvent sortir du lot et faire très très mal à des géants. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, ça évite le monopole. mmh. Donc effectivement, ces technologies-là sont pour moi dans l'air du temps, dans la révolution. Euh, donc, on ne pourra pas y couper la machine. Malheureusement, la machinerie est déjà en marche Eh très oui. fort. On ne va pas y couper. Mais j'en vois pas forcément quelque chose de néfaste. Encore une fois, ça dépend de l'utilisation. Comme on l'a évoqué en off, ce qu'on disait, les cartes Pokémon, les cartes Magic. Si demain c'est fait par l'intelligence artificielle, ça ne vaudra plus rien. Donc, Mmh. on n'est pas prêt de l'écrouler. Oui, bah, oui. L'artiste en lui-même ou le développeur en lui-même. Moi, pour avoir essayé d'intégrer l'IA dans des pipelines de 3D pour voir un petit peu ce qu'on était capable de faire, en tout cas à l'instant T et même dans un futur proche, même un peu lointain, je considère que l'IA ne sera capable que de petites tâches et en aucun Mmh, cas de réaliser quelque chose de complet et de complexe. mmh. Impossible pour elle, ne serait-ce que d'un point de vue énergétique, niveau de raisonnement. ChatGPT, ça fait 5 ans, quelque chose comme ça, qu'il est en ligne. Il hallucine encore à nous sortir des mensonges. Bon, Oui. on va pas reposer une production de 2 millions ou de 100 millions sur un outil à 100% automatisé. Par contre, effectivement, ça peut faire peur dessus. Il faut aussi respecter le travail des artistes et voilà, des développeurs aussi. Mais en termes d'utilisation pure,
On appelle ça une intelligence artificielle, mais en fait, je sais pas si tu connais, Akinator? Oui, 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 bien sûr. Voilà, bah, voilà, pour moi, l'IA est un Akinator beaucoup plus avancé. C'est un gros système de filtre, tout simplement, et elle n'est pas pourvue d'intelligence. Oui, L'IA n'est pas intelligente, c'est un méga filtre extrêmement efficace. On a l'impression qu'elle est intelligente, mais elle n'est pas intelligente. Elle est pas douée d'intelligence. oui, en fait, elle sait juste, bien se repérer sur les choses que tu as pu lui dire. Bah, parce qu'en fait, c'est ça, c'est quand tu la nourris, toi, de tes propres informations personnelles, bah, forcément, à un moment, elle va tomber juste sur des choses, mais demander de lui sortir une idée, bon, bah, on sait que ça remplacera pas l'humain avant tout, je pense. Ah, c'est sûr et certain, ça sera toujours supervisé par de l'humain. Ça peut nous aider à trier, ça peut nous aider à faire plein de choses, mais effectivement, ça remplacera pas l'humain. Et puis l'autre problématique de l'IA, c'est elle se nourrit, hein, tout simplement du contenu qu'on lui donne. Bien sûr. Le problème, c'est que ben, il suffit que tout le monde, toute la planète entière, parle à ChatGPT à coup d'abréviation, elle sera plus écrire un seul mot sans faire une faute d'orthographe. Eh oui. Eh En oui, oui, quelques oui. années, en quelques mois même, ça va aller très très vite, elle va régresser. Donc là aussi, ça reste quand même quelque chose à garder en tête, que voilà, elle se nourrit du contenu qu'elle a en ligne, du contenu qu'on lui rentre, qu'on lui donne, et pour les bases d'entraînement. Et donc forcément, si on pose des questions bêtes ou si on fait des fautes d'orthographe ou des choses Eh comme oui. ça, si on a une masse à faire ça, on va faire régresser le modèle tout simplement. Du coup, si, dans 5 ans, ChatGPT ne sait plus parler, on va peut-être se poser des questions sur l'humanité, quoi. Voilà, non mais voilà, c'est typiquement, faut faire vachement gaffe dessus, mais voilà, c'est des choses que même moi j'ai remarqué, hein. Une fois qu'ils ont ouvert ChatGPT, enfin, dès que la population a commencé, on va dire, à vraiment s'y mettre dedans, parce qu'au début c'était une niche technique, hein, plutôt une veille technique de travailler avec ChatGPT, je l'ai vu régresser de ChatGPT. Mmh. Littéralement, je l'ai vu dans ses réponses, je l'ai vu littéralement régresser. Mais parce que les personnes aussi demandaient, bah, il est quelle heure et c'est quoi, ça va être quoi la météo. Donc il y avait pas grand chose de constructif et donc l'IA a régressé. Eh ouais, bah, comme quoi, hein. Comme quoi on est responsable aussi des IA maintenant, hein, en plus de ça, donc Bah, on y est effectivement, faut responsable effectivement, ouais. Faut faire attention de ce qu'on fait avec. bien sûr. Parce que c'est un coût pour la planète qui est pas négligeable. Faut s'en rendre compte, hein. Donc chaque phrase, chaque demande qu'on lui fait doit être mûrement réfléchie Mmh. pour déjà économiser un maximum la planète. Et puis aussi pas perdre notre système de raisonnement. Parce que si on lui demande de raisonner à notre place, au bout de 5 10 ans, on ne sait plus rien faire. Bien Donc sûr. il faut que ça soit comme pour les étudiants, que ça soit une aide au cours, pas quelque chose qui fait les cours à Mmh. la place. Donc c'est très important, voilà, de bien l'utiliser, de bien l'encadrer. Bien sûr, bah, c'est sûr, hein, c'est comme tout. Et dans le cadre, d'Unreal, est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont développées? Tu en parlais tout à l'heure, mais tu vois, par exemple, dans le cadre des formations, est-ce que c'est utile déjà d'avoir, de rajouter une compétence IA pour Unreal ou d'autres logiciels selon toi ou pas encore? Si, pour moi, oui, parce qu'il faut déjà comprendre comment ça va s'articuler par la suite pour pouvoir mieux l'anticiper. Parce que c'est comme pareil, en école, on voit des pipelines, mais à la sortie d'école, on est tout seul. Donc si on ne sait pas faire quelque chose, on n'a plus le prof pour aller lui demander c'est quoi la solution. Donc il faut que déjà qu'on arrive à être plus autonome. Et l'IA rentre en plein fouet dedans. Et l'autre chose, c'est également encadrer ses recherches, comprendre les enjeux, comprendre les dégâts qu'elle est capable de faire, notamment ben, les concept artistes qui ont eu très peur et qui ont encore très peur de l'intelligence artificielle, mais qui pour moi par exemple ne jamais ils seront remplacés. Bien Sauf sûr. si quelqu'un est mauvais, quoi. Mais ça c'est autre chose. Ça c'est effectivement une autre discussion, mais c'est intéressant aussi, hein, parce que c'est vrai que l'IA, ça fait peur et on le voit bien sur internet, que les gens, de toute façon de toute façon aujourd'hui on vit dans un monde qui est très, polarisé, où il y a Mm. vraiment les gens qui sont pour, les autres qui sont pas du tout et puis il y a nous au milieu où on est là genre: «Bah, vous savez, c'est un outil, si c'est bien utilisé, ça peut être bien et pratique». Parce que bon, j'imagine que toi, dans ton travail, de formateur ou de
d'ailleurs, comment que ça se dit? C'est quoi le titre de ton métier? Tu es unreeler? Non, le terme, enfin, j'évolue sous, on va dire, ça dépend des postes. Soit je suis en tant que superviseur ou senior technical art, OK, généraliste, donc pas avec une spécialisation. Je peux travailler aussi bien en animation qu'en texturing qu'en environnement. Soit en tant que senior ou superviseur développeur, ou là dans mon studio, ou instructeur enfin formateur, ou dans mon studio, je suis CTO et fondateur pour le studio. OK, Mais OK, j'exécute les trois postes d'avant. OK, Mais oui. c'est des longues phrases pour dire pas grand-chose. Oui, mais bon, ça sur un CV, c'est comme ça que quand tu cherches un poste, voilà, c'est, pour parler C'est aux ça. futurs apprenants ou personnes qui cherchent du travail, notamment dans ce que toi tu fais. Bon, bah, voilà, c'est des mots, comme tu dis, c'est beaucoup de mots, mais bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais, c'est Oui. vrai que pour revenir sur la question de base, c'est qu'il y a quand même, j'imagine, des choses que toi tu fais dans ton quotidien et vu tout ce que tu fais, bah, l'IA va vraiment pouvoir, t'aider à, bah, peut-être, mettre des tâches qui peuvent être répétitives, heu sur le côté, donc qu'elle travaille toute seule et toi te Mm. consacrer plus sur le côté artistique et plus sur la réflexion de dire: «Ah oui, bah, tiens, bah, ça te dégage peut-être plus de temps». Je sais pas, hein, peut-être Oui, je me trompe? si, ça me dégage pas mal. Moi, je l'utilise quotidiennement, l'IA. Pour pas forcément pour du boulot exécutif en soi, mais plus le côté un peu administratif. Mmh. Donc notamment, ben, si j'ai plein de mails à répondre dans la journée, ben j'écris mon mail complet sans me soucier des fautes d'orthographe, des fautes de frappe. J'écris à la volée. Je demande à l'IA de me le retravailler, enfin de pas retravailler mon style, mais juste de vérifier les fautes de frappe, fautes d'écriture, etc. Mmh. Et déjà, bah, je gagne un temps monstre, ne serait-ce que là-dessus, ou faire des recherches internet. Maintenant, c'est vrai que j'ai tendance plus à aller chercher l'IA pour une réponse parce qu'elle va être plus rapide que d'aller faire une recherche Google, tout simplement. Donc, elle devient un moteur de recherche. Mmh. Moi, c'est plus comme ça que je l'utilise, moteur de recherche ou de la gestion administrative. Comme je l'ai dit, je sais l'utiliser aussi pour faire du développement de jeux, aussi bien d'un point de vue programmation que création d'assets. Mais à l'instant T, de toute façon, comme je disais, ça ne pourra pas remplacer pour moi Bien sûr. un être humain. On sera toujours obligé du contrôle humain. Et l'objectif de l'IA, pour moi, je le vois, c'est les 10 for 1. C'est en gros 10 personnes valent une personne. Mmh. Et pour ce qui va arriver, les jeux, les dimensions de jeu qui arrivent, les potentiels métaverses, ou tout simplement aussi le Web 3 qui est en train également d'arriver, où le Web 3, il y aura également des boutiques virtuelles, des choses comme ça qui seront en 3D, bah, il faut bien qu'on soit capable d'y passer. Et donc on a besoin d'accélérer les productions, forcément. Donc pour moi, ça reste un outil. Mais par contre, Bien dès sûr. qu'il plante, si on ne sait pas, si on ne fait que de Oui, l'IA, on ne saura jamais répondre à la problématique. bien Donc sûr. pour moi, c'est là le contrôle humain. Oui, c'est sympa. Enfin, faire envoyer une modélisation à une IA 3D, ok, ça me sort la modélisation, mais je sais que la topographie de mon perso, elle n'est pas bonne, parce que ça n'a pas pris en compte les arêtes pour l'articulation et tout. Enfin, je sais que j'ai de la retouche à faire. Ça peut me faire Oui, gagner du temps, mais j'ai de la retouche derrière, obligatoirement. oui, Parce que entre un jeu de téléphone ou un jeu de Switch ou un jeu de PlayStation 5 ou un jeu de PC, c'est pas la même configuration, c'est pas les mêmes contraintes techniques, il y a tellement de choses qui bougent qu'en fait, c'est juste pas possible. ah oui. C'est juste complètement pas possible. Ah oui, non, On mais a c'est vu clair, hein. récemment, je sais pas si tu as vu c'était dans Final Fantasy XIV ou récemment là dans Donjon Hunter, ils ont foiré une texture sur des fleurs d'anis dans un petit pot d'épices qui faisait laguer tout le jeu Ah, ouais, pour une OK, texture. ouais. Parce que voilà, elle était en 4K et il y en avait partout et ça prenait des ressources phénoménales. Donc ou FF, c'était un pot de fleurs. Le pot de fleurs était plus coûteux qu'un personnage. Ouais, Donc voilà, donc on imagine l'IA en autonomie là-dedans. Bon, oui. ça fera pas un pli à part créer un Bomberman peut-être à la rigueur ou un Tetris. Et encore, je m'en méfierais.
Mais, tu vois, bah, justement, tu parlais un peu des erreurs qui ont pu être faites sur les jeux vidéo, notamment bon, c'est pas vraiment une erreur, moi je le considère pas comme ça, mais notamment il y a eu, la polémique sur Clair Obscur, qu'ils ont été retirés de je ne sais plus quel, Oui, les awards, ouais, ouais. événement, voilà, parce qu'ils avaient laissé effectivement de la texture, enfin des choses écrites, je sais plus où exactement, je ne vais pas dire de bêtises, dans le jeu final et c'est vrai que les gens étaient genre: «Mais attends, mais comment ça? Vous avez utilisé de l'IA?» Bon, est-ce que sur des vieux journaux, générés par IA, est-ce que c'est vraiment grave ou pas? Enfin, moi personnellement, je trouve pas. Je voudrais ton avis. Bah, moi pas du tout. Je trouve pas ça, dramatique. Il faut quand même rappeler qu'ils ont eu les 9 awards, quelque chose comme ça. Ils ont eu 9 Heu GOTY, ouais, Ouais, donc ou ils ont un peu 7. ils ont massacré tout le monde, y compris des Nintendo, voilà, des Ubisoft. Ils ont massacré tous les géants, tout simplement, hein. Ils ont tout raflé. Ils sont très peu. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que l'Easter egg, ils sont 33 dans le studio. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Expédition 33. Oui, exact. Euh, donc, à 33 personnes, en l'espace de quelques années, ils ont détrôné des géants. Donc, bien sûr que se faire aider un petit peu par l'IA, c'est pas négligeable parce que l'IA, c'est pas elle qui a conçu toute la trame ciné qu'il y a derrière, l'artistique, les émotions que ça procure. Ils ont fait appel à des chanteurs pour la bande son. Ils sont pas passés par l'IA, hein, et pour tout ce Mmh, qui avait une vraie empreinte. Je pense qu'ils ont utilisé l'IA pour accélérer certains endroits, mais qui était pour moi pas dramatique parce qu'on touchait pas à l'artistique au sens propre. Là, on était sur de la texture de bashing. Si on n'avait pas fait ça, on aurait rajouté 200, 300, 400 000 euros de plus de budget de mmh, développement. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Non, je ouais, pense pas. Clairement, je pense pas parce qu'au final, c'est plus coûteux. Deux, ça demande des ressources humaines supplémentaires qui, à la fin de la production, seront jetées parce que ça fait pas partie du cœur du staff. Et donc, ce sont des renforts, donc des freelancers, hein, donc mmh, qui seront pas poursuivis en fait, tout simplement, hein, dans la production. Donc ça demande des PC de partout pour la consommation électrique, avec des doubles ou triples screens, avec des machines de guerre qui tirent du 1500 watts. Je suis pas sûr que ça en vaille le coup. mmh. Non, mais de toute Surtout façon, qu'ils ne se sont pas vraiment cachés en plus de ça. en plus. Ben en plus, je trouve qu'au final, ça vient englober un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça ne remplacera jamais l'humain parce qu'effectivement, Clair Obscur, bon, je sais pas si toi tu y as joué, moi je l'ai fait, j'ai adoré, l'expérience, Ouais, de jeu et alors après, c'est vrai que graphiquement parlant, on va pas ça révolutionne pas non plus, enfin, je veux dire, on n'est pas sur du The Witcher 4, qui est attendu avec les démos qu'on a vues, mais au final, moi personnellement, en tant que joueuse, enfin, enfin un jeu avec de la vraie profondeur, avec une histoire, des ouais, choses à raconter. Donc, et là, on parle pas de technique de jeu vidéo, on parle pas d'Unreal, on parle pas, on parle de scénariste, de scénario, enfin d'émotion, comme tu disais. Donc, et ça, l'IA, c'est pas l'IA qui l'a fait. tout à fait. On Bah, est c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et puis après, je pense que si les personnes n'ont pas forcément ou critiqué parce qu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle, peut-être parce que, au lieu d'avoir 3, 4, 10 personnes supplémentaires dans l'équipe, ils ont préféré utiliser l'IA. Mais encore une fois, dans certains gros studios, ils sont 5 pour changer une ampoule, ouais. comme on dit. Donc ça veut dire, en fait, il y a tellement de staff que parfois, tout ce staff n'est pas forcément nécessaire réellement. Et c'est pour ça qu'en ce moment, bah, il y a des vagues de licenciements, de mise à jour des grosses structures dans l'industrie du jeu et du film d'animation, parce qu'avant, bah, voilà, il y en avait qui étaient spécialisés à faire des pots de fleurs, et ils faisaient que des pots de fleurs toute la journée, pendant que l'autre faisait les Mmh. brins d'herbe, pendant que l'autre faisait les cailloux. Mmh. Donc, je pense que effectivement, faisait vivre peut-être plus de personnes, mais les enjeux financiers étaient beaucoup plus gros. On parle, tu vois, par exemple, pour prendre GTA 6, 2 milliards d'euros de budget de développement. On parle même pas de communication derrière. Il faut rajouter au minimum 60% derrière donc 1,6 milliard pour la com, au moins ça. Mmh. Enfin, c'est juste démentiel. Ouais. C'est juste là, enfin, 2 milliards d'euros quand même. Ouais, c'est Avec ça, clair. on peut créer une fusée et l'envoyer dans l'espace quasiment. Donc,
Donc ouais, je pense que c'est pour ça que Clair Obscur s'est fait un peu taper sur les doigts. Mais pour moi, bah, voilà, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que les petits studios maintenant pourront rivaliser avec des grands. C'est-à-dire que maintenant, le niveau de comptabilité, le niveau d'administratif, le niveau de production, etc., sera équivaut à des gros groupes. Mmh, Donc maintenant, ce qui va primer, ben, c'est l'idée en fait. bien sûr. Vraiment l'idée et la touche humaine. Parce que avant, bah, sur le papier, techniquement, je pourrais refaire un The Witcher 4, mis à part le son, parce que je sais pas fabriquer des sons, c'est le seul truc que je sais pas faire, mais tout le reste, je pourrais le faire. Mais il me faudrait 40 ans si je suis tout seul, même plus. Eh oui. Donc, donc là, c'est juste, ça va permettre à des petits de sortir des vraies révolutions. Comme pour moi, justement, Clair Obscur, hein, qui est pas du tout un studio d'enfants, comme je dis, hein. Il y a énormément de seniors à l'intérieur, quand même, mine de rien. Donc, ils ont tous de l'expérience. Mais voilà, ils ont rivalisé, Mmh. ils ont écrasé Nintendo, ils ont écrasé sur les awards, ils ont tout chopé, à part un, je crois, ou deux, mais c'était pour du mobile, Mmh. les deux qu'ils n'ont pas eu, ce qui est logique. Mais voilà, enfin, n'importe qui, dans sa chambre, en gros, peut rivaliser avec un géant. Et ça se trouve, cette personne-là aura une meilleure idée que le géant lui-même. Eh Un oui. meilleur jeu, meilleure immersion, meilleure histoire, meilleure profondeur de champ, etc. Parce que là, plus on avance, si tu es ancienne gameuse, si ça fait longtemps que tu joues, mais plus on avance, plus les jeux se finissent ultra vite. Tu prends un Tomb Raider 1, il te fallait des semaines et des semaines et des semaines pour le finir. Mmh. Le dernier Tomb Raider, en 8 heures, tu l'as claqué. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas... Et ça manque de profondeur. Ok, c'est très très joli, hein, il y a plein de choses, mais tu manques un peu de profondeur dans les jeux et je pense que l'IA nous ramènera là-dessus. C'est très juste, hein, parce que c'est vrai que quand tu vois bon après moi je suis une grosse fan de jeux type, Baldur's Gate, tu vois? Donc bon, tu vois Ouais. l'Ariane, j'attends Divinity avec impatience, même si je pense que ce sera pas avant au moins 6 ans. Mais bon, écoute, j'ai de quoi faire avec les mods qui sont en train d'arriver, enfin qui sont déjà sur Baldur's Gate, mais oui, je partage avec toi cet avis sur le fait que bon, bah, à un moment, un jeu, c'est aussi une histoire, c'est en plus surtout le prix du jeu parce que bon là on sort un peu du contexte Unreal et cetera, mais en même temps c'est hyper intéressant parce que un jeu ça a quand même un certain coût. C'est vrai que Clair Obscur a réussi à sortir son jeu, il me semble à 40 €. Quand tu Mm. vois qu'en face tu as des jeux qui sont à 80 € et qui au final sont pas aussi bien, développés ou quoi en termes d'émotion, de scénario, tout ça et en plus de ça, bah, là, ils ont sorti, il y a quelques mois je parle de Clair Obscur, ils ont sorti un DLC complètement gratos. Oui, Contrairement à d'autres jeux qui, en fait, bah, type Cyberpunk, qui, ne finit qui en fait, le jeu a on dirait qu'il est pas fini et qu'en fait, on te vend le DLC pour acheter la fin du jeu, quoi, tu vois? Enfin, l'idée est là, quoi. après, tu as les actionnaires qui rentrent en jeu là-dedans. Voilà et c'est bien ça la différence de ce que tu disais aussi, c'est que, ben, un studio comme Sunfall qui est un petit studio, hein, qui est Mm. indépendant, qui n'a pas d'actionnaire, bon peut-être qu'il en a maintenant, je ne sais pas, mais forcément qui est beaucoup plus libre de gérer tout ça qu'effectivement Mm. un CD Projekt où en fait ils sont, enfin voilà, ils ont bien vu que The Witcher, The Wild Hunt, ça a été, le gros jackpot et là maintenant ils sont en train de se frotter les mains, même si The Witcher 3 est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, C'est un bien très bon sûr, jeu, mais bien bon, sûr. comme tu dis, les actionnaires derrière, c'est un peu aussi eux qui font la pluie et le beau temps et peut-être qu'avec l'arrivée de l'IA, ça va permettre, je sais pas, il y a peut-être un monde où ça va permettre de rééquilibrer, comme tu disais, tout ça, Ah bah quoi. ça, bah, clairement, je pense que couplé à de l'IA, une équipe de 20 jeunes de 16 ans, on serait capable de sortir un jeu qui pourrait faire un carton international, hein. Mmh. Clairement. Et là, encore une fois, je pense qu'on peut reprocher à une personne qui utilise l'IA d'utiliser l'IA parce qu'elle ne sait pas faire, Mmh. contrairement à une personne qui sait faire et qui veut juste aller plus vite. Ouais. La différence est énorme parce qu'elle ne vante pas des mérites qu'elle n'a pas. Elle a bien ses mérites. De deux, si l'IA lui raconte une bêtise, elle sera capable de lui dire non, là, t'as raconté une bêtise, donc ça, c'est Mmh. faux, faut que je recorrige le code. Ou graphiquement, là, le jeu de lumière est juste complètement obsolète. Enfin, c'est pas bon du tout ce que t'as fait d'un point de vue artistique. Si la normal map elle se met à cracher parce qu'elle n'a pas été exportée dans les bons formats,
ben, l'autre, la personne pourra les corriger. Donc à partir de là, si vraiment, en gros, il n'y a pas eu d'usurpation, si je puis dire, en gros, je suis un grand développeur de jeux, alors qu'en fait, la personne, elle sait à peine faire cuire des pâtes, euh, grosso merdo, je vois pas où est la supercherie là-dedans, du Mmh. moment que c'est précisé et que les personnes vérifient, surtout s'ils l'utilisent d'un point de vue artistique, plus que code, qui vérifie que ça ne vient pas d'un artiste. Mmh. Oui, Par exemple, dire je veux que cette image de background ressemble à l'artiste tant. Parce que là, par contre, on est sur mmh, du vol manifeste vis-à-vis de l'artiste. Et donc bien ça, sûr, là, par contre, je suis contre ça. bien Par sûr. contre, nous aider à trouver des prototypes, des pré-concepts avant de démarrer un vrai concept, là, oui, par contre, je trouve ça intéressant. Mmh. Je trouve ça très intéressant. Bon et du coup, j'avais aussi une question concernant bon, j'ai bien compris que tu étais aussi gamer, parce que j'imagine que tu joues un Oui. petit peu. Est-ce que toi, tu fais de la déformation professionnelle quand tu joues à un jeu ou pas du tout? Enfin, vu que tu es quand même, expert Unreal? Alors, oui. Ouais. Malheureusement, je ne joue quasiment plus maintenant. Ah oui. Pas par manque de temps, c'est plus par envie. Vu que je suis tout le temps sur du logiciel de création de jeux, je suis tout le temps en création de jeux. En fait, les seules fois où je joue, c'est dès qu'on me demande un audit sur un jeu et on me dit tiens, teste Antoine ce jeu-là et dis-moi tout ce qu'on a amélioré dessus avant de le sortir, avant de le release. C'est les fois où je joue. Par contre, j'ai toutes les consoles, j'ai quasiment toutes les sorties de jeux, mais j'y joue pas. Ou sinon, Ouais. par exemple, Legacy, la Hogwarts Legacy, j'y ai dû y jouer 6 heures, OK. à peine. À peine 6 heures, j'ai pris le dernier Far Cry, bah, à l'époque c'était le 6, j'ai joué 2 heures. OK. Je joue, je rentre dedans, je regarde comment est fait l'environnement, comment il charge, comment ça se passe. Est-ce que je vois des bugs de collision, des textures, etc. Donc je regarde, c'est vrai, énormément comment c'est construit. Plus par curiosité de comment ils ont fait Mmh. pour faire ça, le faire tourner, et parce qu'on peut déceler, dès qu'on est du milieu, on peut déceler déjà des pipes qu'ils ont utilisées sans avoir accès à leur doc. On peut déceler des façons de faire, hein, comme par exemple sur les Schtroumpfs, j'ai vu des textures qui étaient super mal tiled sur des arbres. Donc ça, je me suis dit, tiens, c'est le stagiaire qui l'a fait. Parce que l'erreur, elle est monstrueuse, quoi. Ton arbre est coupé en deux et tu vois bien la jonction de la texture, c'est horrible. Mais même dans les films d'animation, en fait, ou même du Star Wars, ou des choses comme ça, dès qu'il y a un peu de 3D, on a toujours l'œil, forcément, qui vient se poser dessus. On vient chercher la petite différence qui nous fait dire, ah, là, c'est de la 3D, ou au contraire... non, ça c'est pas de la 3D parce que là le reflet il est pas correct sur l'œil, mais par contre le perso est tellement bien fait que quelqu'un qui n'est pas du milieu va s'arrêter sur le fait c'est une image, OK. c'est une vraie photo. Et du coup, pour sortir un peu de tout ça, tu fais quoi de ton temps libre? Il y a des tu restes dans l'artistique ou pas du tout? Bon, mon temps libre c'est l'ordinateur en général, vraiment. Je dois passer 14 heures minimum par jour sur le PC. Mmh. Dès que je suis pas en production, je suis en train de tester des choses sur Unreal, en train de développer mes projets perso, faire un micro bout de jeu pour mon fils qui a 6 ans, pour qu'il s'amuse à tester. Voilà, je suis toujours dans l'expérimentation ou passer du temps après avec mes amis, ma famille, Mmh. là-dessus. Mais sinon, c'est vrai que je joue encore un peu, hein, mais c'est vrai que beaucoup moins que ce que je jouais à une certaine époque. Eh oui, bah oui, forcément, quand tu as la tête tout le temps dedans, à un moment, tu as du mal aussi peut-être à te sentir, emporté par les choses, quoi. Enfin, je sais pas. Oh si, si, mais c'est plutôt oh c'est super ce qu'ils ont fait, ah ça me donne envie de faire et hop, je OK. lâche et je vais sur le PC en disant tiens ils ont fait ça comme ça, je vais essayer de le bidouiller de mon côté pour voir. Et je trouve ça plus, parce que j'ai toujours eu cette appétence et au niveau de l'apprentissage, de faire des choses, fabriquer des choses. Mmh. Donc c'est ça qui m'attire énormément en fait. Donc c'est vrai que le jeu en fait c'est plus là où je me dis, tu vois, j'ai pris la dernière extension de WoW pour jouer avec mon fils, pour lui faire découvrir WoW, même il est très jeune, mais voilà, pour jouer un petit peu avec lui au lieu qu'il aille sur des jeux un peu moyens comme Roblox, Ouais. et qu'il découvre des vrais jeux, on va dire.
et voilà, mais j'y joue pas plus que ça. J'y joue avec lui dès qu'il me demande. Mmh. Mais sinon, moi tout seul, j'y vais pas forcément. Alors qu'à une époque, j'étais dans la plus grosse guilde du serveur, en Mmh. roster de tête. Voilà, je passais 10 heures de ma journée sur WoW. Ça Mais prend du maintenant, temps, non. WoW, hein, Ouais, en ouais, plus, ça hein. prend du temps. Ça prend du temps. Mais là, même la dernière extension, elle est splendide, hein, mais j'ai pas le. Voilà. C'est vrai que je joue plus énormément. Ou si les vrais jeux que je. Si, si, il y a quand même un jeu que comme on dit, je geek à fond, c'est les Zelda. OK, OK. Les Zelda, c'est ma licence de cœur. Depuis, c'est mon tout premier jeu, ça a été Zelda OTT, qui est considéré comme le père des jeux modernes à l'instant T. Et c'est vrai que voilà, les Breath of the Wild, etc. Tout ça, par contre, je les ai finis de A à Z, bien explorés. Mais dans ce cas-là, je suis en ce moment plus console portative où j'ai la Switch de poser à côté de mes écrans sur mon bureau, et dès que j'ai une pause ou dès que j'ai un rendu ou qu'il y a une compile qui se fait, ben je lance la Switch, je joue un petit peu, mais que sur voilà, des jeux vraiment spécifiques. OK, OK, OK. Bah, écoute, c'est hyper intéressant comme quoi, des fois, tu en fait non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu es passionné et ça se voit que, bah, dès que tu vois quelque chose, ça t'inspire et tu envie de continuer à comprendre et à t'améliorer et en fait, c'est bah, bravo. C'est ça, c'est exactement ça. Ah mais c'est hyper cool, bah, on sent que ça te passionne, en fait, tout simplement, quoi. Alors que tu pourrais dire: «Bon, vas-y, c'est bon, maintenant, j'ai passé le truc, vas-y, je vais me profiter à faire autre chose». Parce que tu me parlais de peinture de figurines tout à l'heure, je pensais que tu allais me dire: «Bah, voilà, moi, pour me détendre, je fais de la petite peinture de figurines Warhammer». Ah bah, j'en fais aussi. J'ai Ah mis bah, mon voilà! fils, j'ai mis mon fils dessus. Ça, c'est dès que j'ai envie de débrancher total les ordis. Mmh. Mais c'est vrai que je suis extrêmement addict au PC, par le fait, encore une fois, de toujours être capable d'apprendre. Ça, c'est ce qui me fait, moi, avancer Mmh. tous les jours, me lever le matin. Je pars 2 semaines au ski. La première chose que je fais, je rentre dans la maison, je désactive l'alarme et j'allume le PC. J'ai même pas Mmh. encore retiré les chaussures ni mon manteau, ma bécane, elle est déjà relancée pour Ouais. voir est-ce qu'elle va bien. Mes softs tournent toujours. Voilà, Oui, on c'est- sait. On sait quand on a une grosse bécane, on sait à quel point ça peut être compliqué, des fois, de se dire: «J'espère que ça va marcher». Pourquoi ça marcherait pas? Je ne sais pas, mais peut-être que Peut-être que ça va arriver, donc ouais, non, effectivement, ouais, et ouais, c'est ça, c'est ma grosse passion, ça. d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas parlé en début d'interview, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est une discussion, hein, aussi qu'on se fait. C'est qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme, bécane de base pour pouvoir au moins, avoir Unreal qui tourne convenablement, sans parler de performance, extrême? Faut considérer, je pense 2 000 €. Entre mille Ouais, six et 2 000 € à peu près. Il faut au moins 16 gigas de RAM, faut un processeur Seeker, OK. physique, et au moins une RTX, 370 ou Mmh. 570, ou 470, ça dépend de la génération, ou la 670, peu importe, voilà. Et après, globalement, ça, déjà, on fait des choses. Après, OK. si on veut vraiment être très confort dans l'industrie du 3D, si je prends ma machine, moi j'ai 256 gigas de RAM, j'ai un processeur 30 cœurs, j'ai une RTX, là je l'ai pas encore changé, mais j'ai une 490 Ti. Voilà, avec refroidissement liquide et tout ce qui s'ensuit pour que ça chauffe pas à l'intérieur. Mais là, par contre, on parle plutôt d'ordinateurs aux alentours de 8 10 000, quoi. Oui, mais après toi, c'est ton travail à 100%. Tu travailles pour des studios, tu travailles pour toi, en plus d'être formateur, donc forcément, voilà, c'est normal que quand ça fait 18 ans que tu es dedans, bon, à un moment, tu peux pas partir sur un PC portable standard, Ah bah, c'est sûr qu'entre faire, tu vois, le stream Discord, plus le record OBS, plus Unreal qui tourne pendant les cours, effectivement, c'est sûr que si t'as un petit PC portable, ça va couiner fort. Ah ouais, c'est clair. Enfin, je pense que le truc, il explose. Rien que d'y penser, je pense qu'il explose. Ah ben, clairement, oui, parce que j'ai acheté un Omen à 3005 quand même, hein, l'Omen, Ouais. donc pas non plus du premier prix, hein. Ça fait 1 an, j'ai des barres de pixels, l'écran, les pixels fondent comme ça. J'ai pété 2 fois la dalle par surchauffe du PC, voilà. OK, Donc bah voilà. Évitez les portables en tout cas, préférez les fixes. voilà, prenez des notes, voilà. Moins pratique Prenez, à transporter un fixe, mais quand même beaucoup plus simple pour travailler, notamment sur ce genre de soft, tout ça, quoi. bah, tout à fait. Et puis après, à la rigueur, tu vois, si la personne, elle achète un bon fixe,
Elle met tu sais, une connexion de prise de contrôle comme un parsec, par exemple, et elle achète un vieux notebook, et fin de l'histoire, Mmh. le- toute la puissance de la machine est sur la machine, on a besoin d'un vieux PC portable, le parsec ça va rien faire chauffer, puis on va faire du streaming comme ça, du cloud Mmh. computing, et comme ça on peut avoir aussi une autre machine à l'extérieur, un peu le principe de la PS Portal Mmh. avec la PlayStation, tu vois, Je c'est vois aussi très, très possible. bien. Et pour finir cette interview, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans Unreal ou la formation en général dans les VFX? Il faut y aller. Il faut y aller parce que si c'est un souhait, un rêve pour certaines personnes, c'est le cas, parce que c'est quand même un milieu qui est élitiste, voilà, on aperçoit un peu du doigt comme ça que ça existe, mais on se dit: «Bah, est-ce que j'y arriverai?» Ce genre de choses. Pour moi, toute personne peut y arriver du moment qu'elle est, volontaire, qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle ait pas peur justement de devoir toujours apprendre, tout au Mmh. long de sa carrière parce que ça bouge tout le temps. Donc on peut pas rester sur ses acquis ou sinon, bah, on va se faire remplacer, soit Mmh. par de l'IA, soit on va être éjecté de la boîte. Hem, à partir de là, faut y aller et c'est accessible à tout le monde. Vraiment à tout le monde. J'ai eu en formation aussi bien des boulangers, des bouchers, j'ai eu des personnes qui faisaient des levées de fonds, d'ailleurs que j'ai fait spotlighter dans le launcher Epic Games, Alice. Et ça faisait 3 mois qu'elle faisait de la 3D. Elle a fait une formation OK. Blender, une formation Substance, une formation Unreal, spotlighté, Eh ben, directement dans le launcher. Donc, à cœur vaillant, rien d'impossible. Elle gérait des levées de fonds, donc voilà, on va dire côté comptabilité, financier. J'ai eu des superviseurs de studio, d'Illumination, d'Ubisoft, le superviseur layout de Subnautica. OK, cool. Enfin, j'ai eu vraiment énormément de profils dans les mains. Et clairement, du moment que la personne a envie, on y arrive, toujours. On y arrive toujours. Et nous, dans la formation, moi, mon objectif, c'est de rendre les personnes autonomes. C'est-à-dire que je sais très bien que là, pendant les cours, ben, tout peut très bien se passer, mais qu'à la sortie des cours, ben, ils n'arrivent pas à faire leur projet. Donc moi, mon objectif, c'est aussi de voir les endroits où ils ont plus de problèmes, les détecter lors de la formation, pour pouvoir accentuer ces endroits-là, pour essayer justement de les rendre les plus autonomes possibles à la sortie. Rien n'empêche pas qu'ils peuvent faire une autre formation complémentaire, 2, 3, 4. J'en ai certaines personnes qui en ont fait déjà avec moi 4 ou 5. J'en ai une qui les a fait à la suite. Voilà, il a adoré la formation, il a continué pour toujours se perfectionner et d'aller de plus en plus loin. Et l'objectif est de les rendre autonomes et pas dépendants. On n'est pas sur des tutos YouTube, on Mmh. est vraiment sur comprendre, travailler, s'adapter à la personne en face. Donc moi j'adapte l'entièreté de mes exercices. Si j'ai des architectes, on va partir sur l'architecture. Si j'ai des personnes de jeu, on va partir sur du jeu. Voilà, je m'adapte 100% aux personnes. La formation est faite pour ça, donc moi je dis fonce. C'est accessible, que ce soit pour un passe-temps ou pour en faire du pro après. Mmh. Faut juste garder en tête que le pro est très, très élitiste et qu'en ce moment, ben forcément, il y a restructuration des studios de 3D en général. Donc, en ce moment, par exemple, j'ai des studios je peux pas citer le nom, Mmh. pour raison de NDA, mais qui ont embauché que des seniors, D'accord. aucun junior, OK. parce qu'ils voulaient une équipe extrêmement solide. Euh, Parce que il y a l'IA aussi qui arrive. Donc voilà, il faut juste faire attention à ça et pas se dire ok, j'ai fait la formation, je vais forcément trouver un boulot à la sortie. Il faut juste être méfiant de ça Mmh. pour les étudiants. Mais encore une fois, j'ai des juniors qui trouvent parfaitement du travail. C'est pas réellement un souci, mais faut pas prendre ça pour acquis à la sortie. Ça reste un milieu élitiste. Il faut bosser quoi aussi derrière, comme tu disais. Il faut bosser. Comme dans Mais tout, hein. c'est ça. Mais on est dans un rare milieu où l'informatique, on regarde le book, on regarde pas Mmh. le cursus scolaire de la personne. Si tu sais exécuter, si tu sais faire, c'est ce qui fera foi. Donc un enfant de 16 ans peut détrôner quelqu'un de 40 ans, hein.
bien sûr. S'il est meilleur, sans Mmh. problème. Après légalement, il aura pas le droit de travailler, mais Oui, heu, ça c'est une autre mais histoire. mais voilà, ça c'est une autre histoire, mais sur le papier, il pourra. Donc ça montre Mmh. vraiment bien aussi que là, ce qu'on cherche, c'est vraiment les compétences, la personne en elle-même. C'est un univers qui est quand même très fun, mais qui est également très dense. Faut aussi garder ça Mmh. en esprit. Les périodes de rush sont très, très fortes. J'ai déjà dépassé les plus de 100 heures par semaine. Donc là, autant te dire qu'on dort quasiment pas. Donc voilà, faut savoir, juste ces petits éléments-là. Mmh. Mais par contre, encore une fois, c'est accessible à tout le monde et bienvenue à tous ceux qui veulent faire la formation Unreal, là. Et bien voilà, sur, ces belles paroles, merci beaucoup Antoine, c'était hyper Merci à intéressant. toi. Et puis, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'aller sur le site Artwork VFX et vous inscrire à la prochaine session de formation. Alors je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais Antoine sera votre formateur, dédié. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir regardé cette interview jusqu'au bout. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et surtout, dites-nous en commentaire quel artiste vous aimeriez voir ici. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur les coulisses des images et les métiers de la 3D, vous pouvez aller jeter un œil sur le site artworkvfx.com. À très vite.